Verte. Cette semaine sur l'émission, on discute du caribou forestier et le débat entourant sa protection. On a le gouvernement du Québec qui refuse de fournir une stratégie adéquate pour la protection de l'espèce et on a le gouvernement fédéral avec le ministre de l'Environnement, Stéphane Guilbeault, qui parle de signer un décret pour obliger le Québec à faire quelque chose. Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité Verte. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à La Mentalité Verte. Aujourd'hui, je suis joint par Karine Steinberger, qui est la porte-parole du Parti vert du Québec en biodiversité et aussi une artiste de tatou bien connue dans les Laurentides. Bienvenue Karine. Merci Alex. Super, merci d'être ici. Donc aujourd'hui, on va discuter des caribous au Québec. C'est des populations de caribous qui sont menacées. Dernièrement, il y a eu une intervention du gouvernement fédéral qui veut mettre la pression sur Québec pour agir dans le dossier. Et je me demandais si tu pourrais nous dire pourquoi c'est important de protéger les caribous. Oui, en fait, il y a beaucoup de points. Tout d'abord, je vais quand même un peu parler de la forêt boréale parce que le caribou est comme l'espèce parapluie de la forêt boréale, puis je vais l'expliquer après, mais la forêt boréale au Québec, en fait, la forêt boréale prend en fait tout le nord, l'hémisphère nord de la planète, là, ça occupe vraiment un gros territoire et c'est même un des grands poumons avec l'Amazonie de la planète. Donc, mais au Québec, plus précisément, notre forêt, elle est de 5000 ans. Parce que c'est après les glaciers, 100 000 kilomètres de large qui utilisent en fait 70% du territoire du Québec, donc une grosse surface. C'est 1 million de kilomètres carrés, qui nous porte au moins 9% d'eau potable, qui filtre 200 milliards de tonnes de carbone juste au Québec, là. Et puis ensuite, je regarde mes notes parce que c'est quand même beaucoup de choses. Plus de 150 espèces d'oiseaux, soit résidents ou migrateurs, 20 sortes d'arbres, plus de douzaines de mammifères. Puis là, on compte pas les insectes, la flore, toutes les plantes, les fleurs et tout ça. Donc, c'est un important biodôme mondial, la forêt boréale, mais au Québec, on a une grosse section. Puis, en ce moment, on protège à peine 4%. Donc, puis l'importance aussi des forêts matures, que ça, faut que je précise parce que je vais en parler plus tard, qui fait la filtration de l'air et de l'eau et qui fait la régulation des débits d'eau, de l'érosion, du climat et des feux de forêt naturels. Je vais préciser parce que il y a des feux naturels qui doivent être là pour régénérer la forêt, mais il y en a d'autres qui sont plus d'activité humaine. Ensuite, donc, d'où vient le caribou? Pourquoi il est un animal parapluie? C'est que il a besoin d'un vaste territoire de forêt mature pour se nourrir et fuir les prédateurs aussi. Et c'est un indicateur de santé de notre forêt. Donc, si le caribou, en ce moment, il est en danger, la population diminue, c'est un signe que notre forêt va pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est comme un signe qu'il faut l'aider parce que ça va aider la forêt, puis c'est tout un cycle ensemble que ça permet aux oiseaux migrateurs de continuer à venir, ça continue les prédateurs de faire leur travail, mais sans nécessairement se surpeupler non plus. Fait que c'est comme un contrôle qui nous permet de préserver nos forêts, notre forêt boréale, qui est une grande source naturelle d'alimentation, d'eau potable, de minerais, de médicaments, de systèmes hydroélectriques et de foresterie, malheureusement, qui fait beaucoup de monoculture, qui fait des chemins forestiers et que la régénération, parce que bon, ils utilisent des techniques de reboisement, mais que le cycle est trop court pour avoir des forêts matures.
Exact. Sur le point des forêts matures, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que dans le sud du Québec, presque tous les forêts ont été rasées au moins 2-3 fois. Oui. C'est particulier parce que même, tu sais, à Montréal, dans mon quartier ici, à Pointe-Saint-Charles, on a des arbres là, qui font une centaine d'années, là, des arbres vraiment gigantesques. Puis on trouve presque jamais ça dans les forêts. Ils ont Ouais. tous été coupés. Exactement. En fait, les arbres de 100 ans, on est comme, on fait, ah, wow, c'est un méga arbre, mais il y a des arbres qui vivent plus que 100 ans, mais il y en a pratiquement plus dans le sud. C'est vraiment plus dans le nord du Québec. Les caribous qui sont en danger en ce moment, tu sais, dans la forêt boréale, il y a des zones plus particulièrement comme Val-d'Or, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y a la Côte-Nord aussi, puis bon, il y a le caribou aussi en Gaspésie, que c'est une autre branche du caribou au Québec. Puis ça, c'est ce que j'ai appris. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le caribou, c'est une espèce, mais il y a différentes sous-populations qui ont justement des aspects différents. Là, donc, ils ont évolué à part parce qu'il y avait une séparation physique entre les populations. Puis il y en a qui ont développé des adaptations propres au milieu. Oui, exactement. Fait que au Québec, on a la grosse catégorie qui est les caribous des bois. Puis il y a 3 catégories là-dedans. Il y a le migrateur qui est vraiment au nord du Québec, dans la toundra, qui vit dans la neige, comme on pourrait dire. Il y a ensuite le montagnard, qu'on connaît beaucoup par celui qui est en Gaspésie, qui est dans un petit îlot. Mais il y en a aussi au nord du Labrador, dans ce coin-là. Et puis le forestier, que là on parle en ce moment, qui est vraiment celui qui occupe la forêt boréale entre le, je vérifie, 49e et 55e parallèle. Donc, c'est pas la toundra où il y a la grosse neige arctique, c'est vraiment l'entre-deux, là, entre le sud, nos forêts du sud, feuillues et tout ça, puis la toundra. Il y a quand même une grosse ligne de, comme je disais tantôt, de 1000 km de large. Ouais. Ça tombe que justement l'industrie forestière et tout ça, ça s'intéresse davantage à la forêt boréale que la toundra. Oui, exactement, parce que la toundra, il y a pas vraiment d'arbres. Puis en fait, comme on disait tantôt, tout au sud, ça a déjà été grugé. Ça gruge, puis même ça construit en fait. C'est tout l'étalement urbain, industriel et tout ça. Fait que les compagnies, ils vont juste de plus en plus au nord pour aller récolter leur bois. C'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches qui se font. Il y a même l'Université du Québec, l'UQAM, en fait, qui font des recherches pour comment faire en sorte qu'on régénère avec une biodiversité et tout ça. Mais ce qu'ils font, eux, ils veulent être productifs, ils veulent faire du profit. Fait qu'ils vont planter souvent de la monoculture, tu sais, qui ont envie que ça repousse puis tout ça. C'est sûr que ça fait quand même du carbone et tout ça, mais le terreau, le sol n'est pas assez riche et en santé avec le lichen qui est super important pour le caribou. Ben c'est pas suffisant pour justement faire en sorte que ça filtre l'eau, que ça filtre l'air et que ça diminue les feux de forêt parce que comme on l'a vu, je pense que c'est l'année passée, il y a 2 ans qu'il y a eu le gros feu de forêt, ben en fait, les feux, ils se sont ralentis et même arrêtés quand ils arrivaient à des forêts matures. Donc oui, puis aussi l'industrie forestière a tendance à planter des arbres résineux. oui, c'est ça qui fait le 2x4, hein. Fait que eux autres, quand ils vont raser une forêt mature, ben ils vont planter uniquement des arbres résineux. Et c'est ces arbres-là qui brûlent dans les feux de forêt, justement. Oui. Parce que si on prend un arbre feuillu, mettons, érable, puis on essaie de le mettre là, sur un feu de camp, mais ça brûlera pas là si c'est encore en vie. Mais tu sais, les arbres résineux avec des branches vertes et tout ça, là, ils vont partir en feu très rapidement. Puis dans le premier épisode du podcast, d'ailleurs, j'ai monté à Lebel-sur-Curvillon, dans le nord du Québec, là où il y a eu les très grands feux de forêt en 2023. Puis c'est ce que le maire me disait, c'est qu'il faudrait repenser ça, ou du moins entourer des villages là, d'arbres feuillus pour empêcher les feux de forêt. Donc oui, donc on voit l'importance de la biodiversité, de varier les choses parce que ça nous protège en même temps. Tu sais, ça nous donne de l'air, ça nous donne de l'eau propre, puis ça nous protège des feux qui sont dommageables puis qui font du carbone encore plus. Fait que c'est comme tout un grand cycle. Puis les compagnies forestières, c'est eux qui font le plus d'impact sur nos caribous puis sur la forêt boréale parce qu'ils ont les chemins. Juste les chemins forestiers pour se rendre, ça brise un territoire en deux. Et puis ça fait que les caribous, quand ils veulent se promener ou migrer ou aller nourrir, tu sais, comme
un peu comme le pâturage des vaches, là, il faut qu'ils se promènent pour avoir de la nouveauté. Mais quand ils tombent dans les corridors, les prédateurs, ils ont plus de facilité à les manger, à les attraper, tout ça. Donc, ça brise leur système le grand cycle là, de biodiversité de la forêt. Ouais. Puis surtout avec les chemins forestiers, j'ai entendu qu'on en construit des milliers de kilomètres par année au Québec, souvent avec des fonds publics pour ensuite permettre à l'industrie forestière de venir raser avec presque aucune redevance versée à l'État. Donc, tu sais, il y a eu des débats au Québec. Est-ce qu'on est mieux de faire des grands coupes à blanc sur des grandes surfaces ou mieux de faire des petits coupes ici et là? Mais tu sais, le désavantage avec les petits coupes, c'est que justement les chemins forestiers, là, ils deviennent très très longs et ça peut avoir un impact aussi. Ouais. En fait, le mieux, tu sais, je sais que là, il y a comme comme on disait, le fédéral qui s'en mêle, qui, eux, veut vraiment imposer les zones haute valeur. Là. Donc, les zones qui sont vraiment importantes pour la survie des caribous, pas pour qu'ils vivent bien, mais pour la survie, où il y a les zones matures, puis que, genre, il y aurait aucune activité humaine, aucune compagnie forestière qui pourrait aller faire des chemins, tout ça. Mais quand même, autour de ça, faudrait aussi faire un genre de périmètre, parce que les caribous sont capables de survivre avec moins de 35% de perturbation. Donc, cette zone-là, qui serait, mettons, la zone grise, pourrait avoir de la culture, mais il faudrait que ça soit sur un cycle beaucoup plus long que ce qu'il y a en ce moment. Donc, ça permettrait de faire en sorte que, bon, on coupe pas l'herbe sous les pieds des compagnies forestières complètement, parce que je veux pas, nos maisons sont construites. Ouais, puis le bois, ça. Écoute, le bois, ça peut être une ressource renouvelable là, si c'est fait de façon responsable. Exactement. Mais donc, c'est pas ce qu'on voit. C'est ça. Faut pas juste penser que on replante. Puis en plus, en fait, le gouvernement donne des subventions aux compagnies forestières pour le replantage des arbres. Mais si on fait l'équivalent entre ce que la compagnie forestière gagne en retirant le bois versus qu'est-ce qui se fait donner, c'est comme si on payait 20 $ à la compagnie forestière qui nous donne à peu près 1 ou 2 $. C'est pas équivalent. Puis c'est ça. Ça pourrait permettre, au lieu de juste dire, OK, je vais reboiser mon bout que j'ai arraché, il faut aller plus loin. Il faut faire vraiment ça, c'est tout au gouvernement fédéral et provincial surtout, de la gestion du territoire, à sa grandeur, pas juste en petits îlots ou par compagnie. C'est vraiment, on fait un gros territoire, cette zone-là est protégée, on fait un périmètre qui est 35%, puis le reste va être géré pour un cycle un peu plus court, mais faut le voir dans son ensemble, ce que le Québec fait pas en ce moment. C'est vraiment juste voir comment ils vont s'entendre avec les promesses qu'ils ont faites aux compagnies forestières. Exact, parce qu'ils donnent des garanties d'approvisionnement aux compagnies forestières. Puis, on dirait aussi, l'industrie forestière, elle est gourmande. Là, elle veut toujours plus en plus de bois. Ouais. Puis on nous parle souvent des emplois, mais la réalité, c'est que l'industrie forestière, là, s'est modernisée de façon très, très rapide. C'est plus des bûcherons là, qui vont avec des scies à chaîne couper du bois. Là. C'est de la machinerie lourde, là, parfois automatisée. Là, dans la fine pointe de technologie. Là. J'ai entendu que d'ici quelques années, là, la récolte de bois va se faire là, avec des excavateurs automatisés. Ils vont être capables de couper les arbres et les mettre dans un tas. Puis il va y avoir une autre machine qui va être capable de les charger automatiquement là, sur le camion et que même les camions pourraient emprunter les chemins forestiers sans pilote. Ah oui. Ben avec toute l'intelligence artificielle qui s'en vient, puis les drones, puis tout ça, je crois que sur le terrain en tant que tel, je pense qu'à un moment donné, il y en aura plus d'emplois, à part pour les villages qui sont à proximité, qui vont fournir, mettons, les managers ou ceux qui gèrent la chose, mais les gens qui vont aller couper du bois, il y en aura probablement c'est ça, plus. les scieries et tout ça, c'est de plus en plus automatisé. Fait que c'est un peu ça le problème là, de l'industrie forestière, c'est qu'on nous dit que pour avoir des emplois dedans, il faut autoriser davantage de coupes. Ouais. Mais ça tient pas compte de la réalité qu'il y a de moins en moins d'emplois pour chaque arbre qui est coupé. Ouais. Fait que si on suit le tracé des emplois, la protection des emplois, on va finir par dévister toutes les forêts au Québec.
Exactement. Puis il faut, en fait, si on enlève toute la partie technologie, intelligence artificielle et drones, puis qu'on se dit non, au Québec, on va rester humain. Ben en Ouais. fait, faut aussi gérer la forêt de façon durable pour que justement que les emplois soient durables. Fait que ça faut ralentir un peu. C'est pas nécessairement de couper tout là parce que c'est comme impossible là, mais de quand même diminuer. Puis les villages qui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais tu sais, le coiffeur du village puis le resto ils vont fermer s'il y a plus d'employés qui viennent. Ouais, mais ils pourraient se régénérer pour faire de l'écotourisme, pour apprendre l'importance de la valeur de la biodiversité, de la forêt boréale, mais aussi de voir les cultures autochtones. Ça, on n'a pas parlé encore, là, mais tu sais, il y a quand même une grosse richesse à aller voir ailleurs. On peut recycler ces emplois-là. Ils vont pas perdre. Tu sais, il y a moyen de faire les choses autrement puis de mettre les priorités à la bonne place. Ouais, exactement. Puis sur le plan autochtone, évidemment, il y a des gens qui dépendent là, du caribou là pour poursuivre des activités Ouais. traditionnelles. C'est pas la première fois là, évidemment que les droits de compagnie forestière là sont en opposition aux droits autochtones. D'ailleurs, dans le parc La Vérandrie, j'avais monté à plusieurs reprises. Il y a des autochtones qui s'opposaient à la chasse à l'orignal, voulaient un moratoire et tout ça. Ça a pris des barrages là, des routes là pour arriver à ça. Tu peux-tu nous parler un peu de ce type d'enjeu en lien avec le caribou? Oui, en fait, si je remonte dans le temps, tu sais, je disais tantôt que la forêt elle a 5000 ans, ben les Autochtones, ils ont une culture millénaire. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils survivent sur le territoire grâce au caribou. Pas juste le caribou, mais tu sais, comme je disais, c'est une espèce de parapluie, donc qui permet d'avoir aussi toute une alimentation du caribou, mais toute l'alimentation variée autour. Puis ils utilisaient le caribou pour se faire des vêtements chauds, pour faire des outils. Et même les colons qui sont arrivés, les Autochtones les ont aidés à survivre et à venir grâce au caribou, à tout ce qui amène et tout ça. Donc, tu sais, il y a quand même une riche valeur autour culturelle, mais aussi alimentaire pour les Autochtones. Puis, par respect, parce qu'ils voient, eux, tu sais, ils sont tellement connectés qu'ils voyaient depuis longtemps que le caribou, il était en danger, puis que les cohortes, ils diminuaient. Donc, ils ont décidé de limiter leur activité pour le protéger et par respect, parce que, tu sais, pour eux, c'est leur sauveur, en fait, c'est leur moyen de survie. Fait qu'ils ont décidé de limiter leur activité. Mais il faut quand même prendre en compte que là, on parle entre le 49e et 50e parallèle. Il n'y a pas des épiceries à tous les coins, il n'y a pas des magasins à tous les coins. Fait ils Puis sont quand il y a des épiceries, je peux te dire qu'ils sont beaucoup plus chers qu'en ville. Exactement. Fait que se mettent eux-mêmes par valeur culturelle et tout ça, puis par respect à l'animal, ils se mettent vraiment en danger. Ils sont dans une situation précaire eux-mêmes parce que toute l'alimentation, les vêtements et tout ça, et ils diminuent ça. Puis là, ils sont rendus dépendants de la culture, je vais dire, colonisateur. Tu sais, il faut que les camions viennent leur porter des vêtements. Ils sont rendus dépendants de ça. Puis voyant que ça faisait plusieurs années que le Québec faisait rien, il y a 9 communautés autochtones de cette région-là qui a demandé au fédéral d'agir. Donc, il a mis de la pression, puis que c'est là que le fédéral aussi a, tu sais, je pense qu'il y a autant les Autochtones que tous les organismes, tu sais, Équiterre, Nature Québec, SNAP, il y en a tellement, Action Boréale, qui sont là-dessus, puis qui mettent de la pression. Puis si on regarde dans les autres provinces, ils ont toutes passé à l'action. C'est pas parfait, on s'entend, mais ils sont dans le processus et tout ça. Nous, on est comme stoppés. Le Québec traîne la patte là-dessus depuis des années. Vraiment beaucoup de la patte en ce moment. Fait que les Autochtones, ils subissent le coup. Ça, eux, ils se sacrifient un peu parce qu'ils espèrent que ça fonctionne, mais là, c'est qu'est-ce qui est plus important? Eux, leur survie, leur méthode, leur culture, leurs valeurs, ou les compagnies forestières qui vont aller faire de l'argent pour nous emmener du bois. C'est là que je trouve que les valeurs de
société québécoise devrait se poser la question, qu'est-ce Ouais. qu'on veut plus, là, tu sais. Ben, le Québec, c'est une puissance coloniale, hein, puis Ça. tu sais, un parti intégrant du projet colonialiste, c'est d'enlever les Autochtones du territoire, de s'en débarrasser pour qu'on puisse exploiter les ressources. Là. C'est déplorable. Puis c'est ça qui est triste de voir aussi dans ce genre de dossier, c'est que le Québec ne se préoccupe pas là, tu sais, de maintien de la vie traditionnelle des Autochtones et cherche justement là, tu sais, à exploiter ce bois-là sans trop de bâtons dans les roues. Là, tu sais, Exactement. fait que c'est ça qui est dommage parce que c'est à la fois les Autochtones qui payent le prix et l'environnement et la survie de l'espèce aussi. Puis c'est rendu au point que le fédéral, en vertu d'une loi sur les espèces en péril fédérale, cherche à venir imposer des restrictions sur le Québec parce que le Québec, justement, ne fournit aucun plan crédible pour protéger cette espèce-là. Exactement, exactement. Puis en fait, ils vont dire qu'ils ont mis des millions, qu'ils ont investi beaucoup pour la protection des caribous, mais en fait, la seule chose qu'ils ont faite, il y a un petit peu de choses qui ont été faites en Gaspésie, puis à Val-d'Or, ils ont fait des enclos. Donc, tu sais, c'est pas vraiment la solution. Là. Les enclos, c'est un respirateur artificiel là, que t'es. Mais c'est intéressant parce que je suis allé sur le YouTube du ministère d'Environnement au Québec, puis ils ont une présentation d'une 15aine de minutes des enclos en Gaspésie. Puis, tu sais, je dirais que les gens qui s'en occupent, tu sais, essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, tu sais, pour protéger l'espèce, mais en même temps, ils le font avec les moyens et des décisions qui sont prises par le gouvernement provincial. Fait que, tu sais, c'est une chose de dire, ben, on va mettre quelques millions, puis on va construire un grand enclos, puis on va les nourrir et tout ça, dans l'espoir de peut-être un jour pouvoir les relâcher dans la nature. Mais c'est qu'il n'y a pas d'autres actions en dehors de ça. Les territoires sont pas protégés. Exactement. Puis il n'y a pas comme, justement, on espère les relâcher en nature, mais il n'y a aucune action ou plan concret qui est fait dans l'optique de les relâcher en nature. Parce que là, on les met sous protection et tout ça pour pas qu'ils se fassent manger par, entre autres, les prédateurs, pour qu'il y ait quand même assez de lichen. Bon, tu sais, c'est comme je dis, ceux qui sont là sont vraiment passionnés puis ils font le mieux qu'ils peuvent pour sauver cette algue-là qui est très minime. Ils sont pas très nombreux. Mais tu sais, les relâcher en nature, si la nature autour n'est pas prête à les accueillir, ou qu'elle n'est pas protégée, ils vont sortir, puis tout cet argent-là qui sera mis pour ce petit enclos-là va être perdu, ou on continue l'enclos, puis c'est encore des sous quand la nature peut le faire tout gratuit. Ouais. Puis c'est aussi que quand ils sont élevés là, dans les enclos, mais ils n'ont pas nécessairement développé la peur là, des prédateurs et tout ça, ils n'ont jamais eu à composer avec ça. Fait que tu sais, c'est pas aussi évident là, tu sais, de relâcher les animaux de zoo là, tu sais, en pleine nature là, et espérer qu'ils vont survivre. En plus, c'est déjà qu'on a perdu tellement d'individus, la diversité génétique des populations là à les réduire, hein, parce que même si on arrive à repeupler à partir d'un petit nombre d'individus, la diversité génétique sera pas là. Mm-hmm. Donc, c'est un autre menace à la survie. Ben exactement. Puis ils sont tellement restreints que justement, comme tu dis, les nouveaux-nés, ils habituent l'arbre qui est dans l'enclos à ne pas avoir, comment je peux dire, à s'habituer à la présence humaine. Il y a tout un contrôle là-dessus. Mais comme tu dis, les prédateurs sont pas dans l'enclos. Fait qu'il y a comme toute une adaptation à faire qui va être à faire après. Fait que là, en fait, ils se donnent le double de travail. Parce que au lieu de juste faire un plan de protéger les forêts qui sont là, qui se génèrent et s'enrichissent toutes seules, ben là, ils font un enclos, puis là, il va falloir faire un plan pour comment qu'on va relâcher ça, puis tout. Fait que c'est juste des coûts de plus, en fait. Fait que c'est correct le temps qu'on prenne une décision logique puis qu'on mette en place, mais en ce moment, on n'en parle même pas. Ouais. C'est ça le problème, là, en ce moment. Puis quand que le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, l'ancien d'Équiterre, d'ailleurs, qui fait pression sur le Québec, la réponse qu'on entend là, de Legault, c'est de rester en dehors des champs de compétences du Québec, etc. C'est étrange comme réponse. Moi, j'aurais pensé que Legault aurait dit, ben, on fait une bonne stratégie, puis la voici, mais il manque date limite après date limite pour ça. Il y a une attitude arrogante là, envers le fédéral pour ça.
Puis, tu sais, même à ça, le fédéral, tu sais, on a vu dans d'autres dossiers d'espèces en péril, comme la renette à Faugrillon, quand ils adoptent des décrets, c'est minime, là. Mm-hmm. Tu sais, ils ont pas protégé l'ensemble du habitat de la renette à Faugrillon, ils en ont sacrifié une grande partie pour en protéger un tout petit peu. C'est ça. Fait que c'est le même affaire dans le caribou, ça sonne comme, ah oui, le fédéral vient s'occuper, mais finalement, là, tu sais, le décret, il va être très petit et restreint. Oui, exactement, parce que comme je disais tantôt, le fédéral, la seule exigence qu'ils veulent faire, c'est pas de faire le plan complet, c'est juste les zones de haute valeur avec des forêts matures qu'ils veulent imposer au Québec de protéger. Puis, tu sais, la réponse de la CAQ, je trouve que c'est un fait un peu adolescent, là, tu sais, que papa, il dit, excuse-moi, mais tu peux pas te mettre le bras dans le tordeur, puis il fait, bah non, c'est moi qui décide si je veux le faire. Ouais. Fait que je trouve ça... Il y a de la fierté du Québec, hein, d'être capable de décimer le caribou. C'est ça, exactement, mais que tout le monde autour, que ce soit les Autochtones, les organismes environnementaux, les citoyens aussi, il y a beaucoup de citoyens qui sont embarqués là-dedans, qui veulent que ça se passe, là, tu sais, c'est difficile de voir qu'on a l'impression d'être impuissant, mais il y a des façons de faire qu'on pourrait faire pousser que le gouvernement agisse aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis il faut pas que le gouvernement soit à la remorque de l'industrie forestière non plus. Là. Tu sais, le gouvernement a quand même un rôle de réglementation de cette industrie-là. Fait que c'est entièrement la responsabilité du Québec là, de imposer des restrictions, de dire parfois non aux compagnies forestières. Non, vous pouvez pas couper dans un tel endroit. Tu sais, je veux dire, il faut quand même que le gouvernement se tienne debout. Là. Oui, exactement. Puis tu sais, bon, je me mets à rêver puis à regarder en arrière l'histoire du Québec, puis tu sais, comme au moment où ils ont nationalisé l'Hydro-Québec, qui est une ressource naturelle avec les barrages et tout ça, qui ont tout mis ça ensemble, que ça leur a permis d'avoir le contrôle. Bon, là, ils ont peut-être un petit peu moins de contrôle, mais ça reste ça. Fait que tu sais, est-ce que je sais que là, je me mets à rêver. Est-ce que genre on pourrait faire en sorte que le domaine de la foresterie au Québec serait nationalisé puis que le Québec puisse gérer vraiment bien pour que moi je pense que oui. D'ailleurs, au lieu de donner l'argent aux compagnies, allez prenez notre bois, faites de l'argent sur notre terrain. Pourquoi que nous on le ferait pas, tu sais, puis qu'on pourrait investir ça dans notre système de santé, dans le transport en commun, puis tout ça, tu sais, je pense que la CAQ voit pas assez grand de beaux projets de la société puis de tu sais du territoire qu'on a qui est si riche. Mais lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il espère avoir un petit peu de revenus de taxes là, des compagnies forestières ou de d'autres compagnies comme Northvolt puis tout ça. Là, on pourrait aller en nommer plusieurs. Là. Ouais. Puis les États-Unis aussi, pendant longtemps, ont poursuivi le Canada en cours international pour avoir subventionné l'exportation de bois. Fait que ça donne une idée là, de à quel point que le gouvernement cherche à donner ce bois-là à rabais ou même payer les compagnies forestières pour venir le chercher, le donner gratuitement. Je trouve que c'est complètement ridicule. Puis évidemment, dans le programme du Parti vert, on inclut la nationalisation de l'industrie forestière. Depuis quelques semaines, on est le seul parti politique au Québec à avoir ça dans le programme parce que Québec solidaire, avec leur déclaration de Saguenay, ont enlevé justement ce passage-là de leur programme politique pour pouvoir se conformer au centrisme et tenter d'aller chercher le pouvoir ou quelque chose. Parce que je sais pas c'est quoi exactement leur réflexion, mais c'était une bonne idée. Là, ça reste une bonne idée. Et puis, il y a aucune raison que le Québec ne peut pas avoir une société d'État qui s'occupe de la coupe forestière avec des jobs bien payés, qui sont pas précaires, qui sont planifiés à l'avance et qui sont faits en respect de l'environnement puis des populations autochtones. Exactement. Puis c'est des terres publiques, en fait, qui sont données aux compagnies. Les terres privées, je me dis, OK, faites ce que vous voulez, mais en même temps, il faut comme restreindre la capacité d'acquérir de façon privée des terrains. Mais, tu sais, nos terres publiques qui nous appartiennent, je pense que c'est aux citoyens de décider, puis le gouvernement est supposé de représenter les citoyens. Donc, il devrait avoir une genre de communication et une écoute aussi, tu sais, de ça, là, que
Puis c'est parmi les plus grandes différences entre l'industrie forestière québécoise et américaine, c'est qu'américaine, c'est presque tout sur des terres privées, et donc les compagnies sont obligées d'acheter les droits pour couper. Au Québec, le territoire est tellement vaste là, que c'est essentiellement des terres publiques, mais on demande très peu de redevances, là, puis on donne des garanties d'approvisionnement et tout ça. Fait que y a aucune raison qu'on peut pas charger quelque chose pour ça, là. Ouais, puis avec aucun plan de gestion du territoire, parce que on dit qu'on a un grand territoire, mais on s'entend que nos autres provinces qui ont une forêt boréale, parce qu'on s'entend que de façon mondiale, la forêt boréale est une comment on pourrait dire, c'est comme la nouvelle pépite d'or, là, tu sais, dans le sens que les gens à travers le monde aimeraient avoir notre bois. Fait que puis c'est ça couvre tout le Canada puis toutes les grosses provinces qui ont autant un grand territoire que nous, puis les autres provinces, ils ont été capables de faire une gestion de ça. Ben, il y en a qui sont pas parfaits, là. D'ailleurs, je suis allé en Colombie-Britannique manifester, là, puis j'étais allé manifester contre la coupe des anciennes forêts en Colombie-Britannique en 2021, puis il y avait juste 3% là, des anciennes forêts qui restaient. J'ai vu des arbres là, de 250 ans là, qui étaient dans les blocs donnés aux compagnies forestières, puis c'est les compagnies forestières, ils aiment ça couper les anciennes forêts parce que les arbres sont plus grands. Fait que, tu sais, t'es capable de faire, mettons, une table, tu sais, avec une seule planche de bois. Fait que, tu sais, c'est du bois qui vaut cher et tout ça, mais, tu sais, c'est un beau bois, là, mais à quelque part, comme, on n'a pas 250 ans à attendre là, pour que ça repousse non plus. Puis, tu sais, quand tu regardes comme la Colombie, le Nouveau-Brunswick, ben, il étale des pesticides, hein, sur les forêts, là. Il étale, je crois que c'est le Roundup, là, qui étale pour tuer toutes les feuillus. Ils veulent garder uniquement les résineux là pour pouvoir les vendre parce que les feuillus ça vaut pas assez cher pour eux, fait qu'ils les tuent à coups de pesticides là. Je veux dire au moins au Québec tu sais on n'a pas cette pratique là, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas une surexploitation de la forêt. Exactement. Parce que la Colombie-Britannique autant pour ses forêts que tu sais c'est un emblème là leur gigantesque arbre. Mais qu'eux autres aussi, là, côté autochtone, là, on va peut-être dévier le sujet, mais les pipelines qui passent sur des territoires autochtones qui coupent justement les forêts. Fait que c'est pas nécessairement juste les compagnies forestières qui vont déboiser la forêt boréale. En fait, là, tu sais, il y a les compagnies minières, les pétrolières, tu sais, il y en a plusieurs. Là. C'est juste que la foresterie, elle, est comme plus en grosse quantité, là. Ouais. Puis au Québec aussi, on a la construction de lignes hydroélectriques là, qui donne lieu à des très grandes coupes des forêts. On a la construction de nouvelles routes aussi qui se fait. Tu sais, donc, en tout cas, c'est un peu dommage que la conservation de la biodiversité soit tellement bas sur les priorités du gouvernement du Québec, pas juste de François Legault, mais de M. Couillard, M. Charest, puis Mme Marois avant lui aussi. On dirait que toutes les décisions là, sont en faveur de l'industrie, puis qu'on donne très peu de place là, à la conservation. On dirait que des gens ils se disent la forêt c'est très loin dans le nord, on le voit pas, puis on s'en préoccupe pas. Mais la réalité est différente. Moi j'ai vu des coupes à blanc au Québec là, puis j'ai vu la communauté autochtone, des Algonquins du lac Barrière là, manifester contre ça là, puis de voir carrément bloquer les chasseurs là, d'avoir accès à la forêt là, pour protéger les orignales qui restaient. Là. C'est que les gens soient obligés d'aller jusqu'à ce point-là, ça en dit long. Puis au moins ils ont réussi. Ces techniques-là ont fonctionné quand même pour un moratoire pour l'instant, là, mais ils doivent continuellement faire des représentations auprès du gouvernement là, pour empêcher que les permis soient donnés. Puis ça peut aussi donner lieu à des désaccords à l'intérieur des communautés autochtones parce que il y en a des gens sur le conseil de bande concernant un système imposé par le gouvernement canadien qui parfois eux autres vont être favorables à certaines coupes. D'ailleurs, c'était le cas en Colombie-Britannique quand je suis allé manifester, il y avait le conseil de bande qui avait signé pour faire couper des arbres, puis c'était un aîné, Bill Jones, qui lui invitait les manifestants à venir protester.
Fait qu'il peut avoir des divisions comme ça, tu sais. Puis il peut avoir des compagnies qui lancent là de l'argent un peu ici et par là pour diviser les opposants justement, puis pouvoir réaliser leur projet de couple, tu sais. Fait que c'est ça aussi la réalité coloniale de ce chose, c'est qu'il arrive quand même à convaincre certains leaders autochtones d'appuyer des couples très agressifs. Il leur offre des emplois. Fait que souvent, tu sais, les gens vont avoir tendance à dire OK, on va embarquer, mais un coup qu'ils ont, comme je dis souvent, la main dans l'engrenage, tu sais, OK, on va embarquer, on veut un emploi, mais ils réalisent après que ça empêtre sur leur culture puis leurs valeurs, mais ils sont déjà dans le cycle, fait qu'ils sont comme... Ben, c'est le cas du leader, là, justement, des manifestations à Fairy Creek, l'aîné Bill Jones, c'était un ancien travailleur forestier. C'est ça. Là, il est rendu plus âgé, il est dans 80 quelques maintenant. D'ailleurs, j'ai passé la dernière après-midi dans sa cuisine avant qu'il déménageait dans la maison de personnes âgées quand j'ai pu visiter. Là. Mais c'est ça, il y a même des travailleurs forestiers qui réalisent justement que c'est pas durable ce qui est en train d'être fait, puis qu'on doit changer de direction, pas juste au Québec, mais à travers le Canada. Ouais. Puis comme tu dis, la distance fait en sorte que les gens sont détachés beaucoup du problème. Tu sais, il y a des autochtones sur place, comme on vient de dire, qu'il y en a qui ont des emplois, mais c'est loin pour nous. Tu sais, on a quasiment pas accès. Moi, des fois, je me dis, je vais y aller, je vais me faire des excursions écotouristiques, puis je vais emmener des gens avec un autobus scolaire pour leur faire voir comment que ça peut être beau. D'engager des gens qui ont des drones pour faire des vidéos, pour montrer qu'est-ce que c'est. Mais surtout de pas oublier que c'est un gros filtre à eau et à air qu'on respire. On veut essayer de diminuer notre carbone en essayant de pousser les voitures électriques, mais c'est une autre solution, ça, de laisser nos forêts en santé aussi, tu sais. Même si c'est loin, ça nous apporte de l'oxygène, ça nous apporte l'alimentation, des minéraux, mais aussi les médicaments. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, parce que, tu sais, quand on fait le calcul des émissions, mettons, on coupe un arbre, mais il faut calculer toutes les émissions que cet arbre-là aurait pu capturer durant toutes ses années de vie. Exactement. Donc, finalement, c'est un négatif, c'est un positif en termes d'émissions là, sur le bilan de GES du Québec chaque fois qu'une zone est coupée. Fait que si on coupe 1 km², là, ben c'est l'équivalent là, tu sais, des tonnes et des tonnes d'émissions qui seront pas capturées. Puis aussi au Québec, on a beaucoup d'eau de surface, fait que les coupes forestières, ils ont quand même un grand impact là, sur l'eau de surface, sur les lacs, les rivières, les cours d'eau. Peut-être un peu plus ici qu'ailleurs, là, vu la quantité d'eau sur le territoire. Puis, tu sais, ça s'ajoute aussi aux impacts des barrages hydroélectriques. J'ai monté à la baie James l'année passée, puis c'est un vaste territoire, mais grandement modifié là, par l'activité humaine. Des zones complètes qui ont été inondées avec que des tops de montagnes là, qui forment des îles. Ça aussi, ça a un impact de pollution sur l'eau. Il y a le mercure là, des arbres là, qui pourrissent en dessous de l'eau, là, qui est relâché. Puis toute une série d'impacts là, sur les communautés. Fait que, c'est pour ça que moi je trouve toujours ça dangereux quand que la population urbaine du Québec se rallie autour du développement du Nord. Un peu comme quand on avait vu avec Jean Charest le plan Nord. C'est de dire, on rallie le monde, les Québécois, là, pour aller foncer dans le Nord, là, puis exploiter, puis développer. C'est un projet extractiviste, là, on connaît les dangers après ça, là. Ça serait le fun, le même projet, mais dans l'inverse. Le plan Nord pour sauver une forêt, puis de la gérer mieux aussi, parce que faut pas être utopique, on a quand même besoin de cette source-là. Puis quand on coupe un arbre, puis qu'on en replante un autre, c'est pas égal, parce que quand on coupe plein d'arbres, c'est comme tu dis, il y a l'eau, il y a l'érosion. Le sol capte aussi beaucoup de carbone, tu sais, mais quand le sol, il s'en va parce que tout est coupé. Fait que, c'est ça, ça serait parfait, le plan Nord, mais dans l'autre sens, de genre, comment qu'on va le protéger puis mieux le gérer, tu sais. Ben justement, tu as soulevé l'érosion,
c'est dû aux coupes forestières, mais tu sais, tout le sol, il va tomber dans l'eau plus rapidement. Puis ça prend tellement longtemps juste à générer une pouce là de sol en santé. Là, tu sais, ça peut prendre des centaines d'années. Fait que, on est en train de gaspiller là, tu sais, beaucoup de choses. Puis, tu sais, dans une planète où les ressources sont quand même limitées et menacées. Ça me paraît complètement illogique de faire des sacrifices écologiques à l'ampleur qu'on est en train de faire au Québec là, pour faire quelques piastres pour des compagnies forestières privées souvent détenues par des sociétés multinationales. Exactement. Moi, je te propose de dire comment qu'on pourrait faire pour manager ou gérer mieux nos forêts puis sauver les caribous, entre autres. Moi, c'est sûr que la première étape, j'obéirais au fédéral en protégeant les zones de haute valeur avec les forêts matures où il y a des caribous en danger, tout ça, de mettre une réglementation de protection avec aucune activité humaine, aucun chemin. Puis s'il y a des zones qui ont été déboisées, de les reboiser de façon diversifiée, pas juste une culture. Donc, déjà là, on aurait comme un premier noyau. Et après, ben, de faire justement un plan général du Québec avec une bordure qui pourrait avoir 35% et moins d'activités, que ce soit commerciale ou écotourisme ou quoi que ce soit, mais pour réduire la perturbation, pour que le caribou puisse se promener et avoir une certaine flexibilité face à leurs prédateurs, parce que non, c'est pas la solution de tuer les prédateurs. Là, on a entendu ça, là, ben là, il va falloir éliminer les loups parce qu'ils mangent tous les caribous. Non, c'est pas ça le problème. Il faut reboiser puis avoir des bons gros arbres avec de la bonne tourbe parce qu'ils ont de la misère à courir là-dedans puis attraper les caribous. Fait, d'avoir une grosse zone aussi pour se déplacer, pour que les loups, ils travaillent plus fort pour avoir des caribous. Fait que ce qui fait qu'ils réduisent naturellement leur population. Fait qu'on n'a pas besoin de toucher aux prédateurs. Puis ça réduit la perte de la biodiversité aussi. Parce que si on tue les prédateurs, c'est tout un cycle qu'on va toucher, comme que le caribou est en train de diminuer, ça touche tout un cycle de biodiversité. Ensuite, comme je disais, de reboiser avec un cycle plus durable. En fait, la certification durable des forêts, elle existe déjà, mais je pense qu'il faudrait un peu l'aiguiller, la QK, je sais pas comment dire en français, mais de l'améliorer avec les recherches de l'UQAM qui est en train de se faire ou qui ont été faites. Puis, c'est là que le citoyen embarque, de s'assurer que quand ils vont construire leur nouvelle maison ou même un nouveau logement, parce qu'on a besoin de logements aussi, mais de s'assurer d'utiliser des bois certifiés de culture durable. Ça, c'est déjà un gros point. Fait que ça fait que les compagnies vont probablement avoir le réflexe à un moment donné, ben là, notre bois qu'on récolte trop vite puis qu'on n'a pas un bon cycle puis tout ça, ben on le vend pas parce que les gens ne le veulent pas. Fait qu'ils vont se forcer à faire des bois de culture durable. On a la certification Forest Stewardship Council qui est appliquée au Québec, mais que beaucoup de gens critiquent en disant c'est pas assez fort du tout. Puis même, tu sais, ces normes-là qui sont pas tant sévères, il y a quelques années, je pense en 2014 à peu près, il y avait une compagnie forestière au Saguenay qui avait perdu la certification FSC. Et qui a vraiment monté comme aux barricades là, contre ça, contre Greenpeace et tout ça, que c'était injuste, puis comment ça se fait, puis ils ont perdu des contrats aussi là, pour pouvoir vendre. Ils étaient quand même capables de couper le bois, mais c'était moins évident de le vendre. Puis je pense que Best Buy, qui achetait ce bois-là pour faire ses circulaires, a annulé son contrat, puis ça a fait comme un gros scandale là, dans la région. Mais à un moment donné, là, il faut avoir des normes. Là, puis déjà, le fait qu'on doit avoir une norme qui n'est pas gouvernementale, et que les normes gouvernementales soient inférieures à FSC, déjà là, il y a un problème. Là. Le FSC, il n'est même pas assez fort là, comme que c'est là. Ouais, c'est pour ça que je dis une certification de forêt durable du Québec qui serait basée sur les recherches de nos universités. Donc, ça fait des emplois en plus dans les universités. Puis de donner la certification aussi, ça crée des emplois. Fait que, puis peut-être que même de façon mondiale, la certification des forêts durables et récoltes et tout ça, québécoise, elle serait probablement
vu comme un truc supérieur, donc vendu plus cher, puis tu sais, à travers le monde, là, ça pourrait avoir vraiment une belle marque de vente, si on veut. Là, exact. Mais moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est que c'est pas les solutions qui manquent, c'est certainement la volonté politique de faire des décisions en faveur de l'environnement, même si c'est au détriment de l'industrie forestière. Il y a un gros manque de volonté politique, tant par le gouvernement Legault que même par le fédéral, parce que je suis certain que le décret il va pas être assez fort. Fait que c'est une raison de plus pour changer les élus là au Parlement, tant provincial que fédéral. Je te remercie beaucoup, Karine, pour ton travail sur le dossier. Je vais rajouter un petit truc comme solution pour les citoyens, parce que des fois, on a l'impression d'être impuissant. Comme on disait dans les achats que vous faites, mais aussi il y a la conférence régionale des élus, la CRE, que vous pouvez vous impliquer à aller affirmer votre opinion puis ce que vous voulez. Puis tous les organismes écologiques, là, Équiterre, il y a aussi Nature Québec, Action Boréale, SNAP Québec, ils font toutes des pétitions, justement, pour les caribous. Fait que vous allez là, vous les signez toutes. Pour mettre de la pression, là, parce qu'il faut que tout le monde se mette en même temps. Exact. Puis si jamais vous voyez des gens, autochtones ou non, qui manifestent contre les coupes forestières, mais c'est important de les appuyer. Exactement. Puis même se mettre à côté pour l'aider à faire la manifestation. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Karine. On va continuer à suivre ce dossier-ci et d'autres dossiers de biodiversité au Québec. C'est un plaisir de t'avoir sur l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Alex. Et ça conclut cet épisode de La Mentalité verte. J'espère que vous avez apprécié cette discussion sur l'avenir du caribou forestier au Québec. À mon avis, le gouvernement du Québec doit pencher en faveur de la biodiversité. C'est pas normal de mettre toute la priorité sur les emplois dans le secteur forestier, qui de toute façon est de plus en plus automatisé et demande de moins en moins de main-d'œuvre. Le gouvernement du Québec a tout à gagner à introduire une stratégie permanente pour la protection du caribou sans devoir attendre l'intervention du fédéral.